Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter, comme d'habitude, deux histoires qui font bien flipper. Mais mes amis, avant de passer à la première histoire, je voulais tout simplement vous remercier. Car en fait, vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que les vidéos vous font du bien quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. C'est sur ce point que je voulais revenir car je suis aussi passé par des phases qui, on va dire, n'étaient pas très cool. Et je me souviens parfaitement de ce qui me faisait du bien dans ces moments-là. C'était d'être sur mon ordi, de travailler sur mes différents projets, tout en mettant un stream en fond. En fait, c'est un peu con, mais ça me donnait l'impression d'être entouré et surtout de ne pas être seul dans ma chambre. Si de votre côté, ce n'est pas quelque chose qui vous parle forcément, eh bien, j'ai peut-être une alternative qui s'appelle BetterHelp et qui sponsorise cette vidéo. Vous connaissez BetterHelp, je l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne et je sais que c'est utile pour certaines personnes. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en relation avec un thérapeute certifié en fonction de vos besoins. Vous remplissez un petit questionnaire et la plateforme vous propose ensuite un thérapeute qui est adapté à vos besoins et pas simplement le premier disponible. Si vous voulez le changer, c'est très simple et sans frais supplémentaires. Quelques clics et c'est fait. D'ailleurs, vous pouvez discuter avec le thérapeute par message, appel ou même par visio, donc vous choisissez l'option que vous préférez. Et petite précision, tous les thérapeutes BetterHelp qui exercent en France sont des psychologues cliniciens et des psychothérapeutes qualifiés inscrits à l'agence régionale de santé. Et ces thérapeutes suivent exactement les mêmes règles déontologiques que dans un cabinet traditionnel. Je le rappelle et j'insiste dessus mes amis, il n'y a aucune honte à chercher de l'aide quand ça ne va pas. Au contraire, moi j'ai l'intime conviction qu'il s'agit d'une grosse preuve de courage parce que avouer que ça ne va pas et demander de l'aide, c'est pas facile du tout. Donc je vous le rappelle et s'il vous plaît, mettez-vous ça en tête, il n'y a aucune honte à avoir. Si jamais vous êtes intéressé à tester la plateforme, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien qui se trouve en description. C'est betterhelp.com/melvin et vous bénéficierez de 10% sur votre premier mois. Dans tous les cas, mes amis, il y a une phrase qui pour moi est extrêmement vraie et qui d'ailleurs parfois m'accompagne dans ma vie. Cette phrase, c'est qu'après la pluie, vient le beau temps. Ne perdez jamais espoir, car croyez-moi, les jours meilleurs se cachent juste derrière les jours qui sont un petit peu plus sombres. Voilà, sur cette grande phrase de sage philosophique, je crois que je vous ai tout dit. Encore merci à BetterHelp de sponsoriser cette vidéo, et moi je vous propose de passer à la première histoire. Fabien a 37 ans et c'est un mec normal qui vit avec sa femme dans une maison assez tranquille qui se trouve dans un quartier où il ne se passe jamais rien. Il travaille la journée, il rentre le soir pour manger et discuter un petit peu avec sa femme. Et ensuite, lorsqu'ils ont terminé, il descend souvent dans son garage pour bricoler un petit peu parce que, tout simplement, c'est sa passion. C'est le petit truc qui l'anime au quotidien, c'est de bricoler, de bidouiller des choses. Et il nous raconte que pour faire tout ça, il a son petit endroit à lui. C'est un garage relativement classique, mais c'est un endroit où il nous explique que il peut vider sa tête. On pourrait presque dire que c'est sa safe place ou même sa petite bulle. Et ce garage, eh bien, il donne sur la route. Du coup, il peut le laisser ouvert ou fermé en fonction de la température ou de ce qu'il fait dedans. Au moment où se passe son histoire, sa femme est dans le salon avec la télévision allumée parce qu'elle regarde un petit film. Elle est toute seule à ce moment-là et c'est plus ou moins une soirée banale. Pendant ce temps, Fabien, lui, il est dans son garage avec la porte qui est ouverte. Dans la pièce, il fait très chaud, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a laissé la porte entrouverte. Et à l'extérieur, il fait nuit noire, c'est extrêmement calme. Pour briser en quelque sorte ce silence, il a activé la radio et il travaille. Il scie des choses, il vise des trucs jusqu'au moment où il entend un bruit sec derrière lui. Bon, il se dit que c'est rien, que c'est sûrement une branche qui est tombée et qui a tapé la porte du garage. Donc il s'embalèque et il continue de bricoler. Sauf que quelques secondes plus tard, il entend quelque chose d'autre. Fabien se fiche une seconde pour écouter. Il a les mains qui sont suspendues au-dessus de son établi, donc voilà, c'est pas la position la plus idéale. Et lorsqu'il se concentre pour entendre ce qui se passe autour de lui, il est sûr et certain qu'il entend une respiration juste derrière lui. Fabien se redresse doucement et quand il se retourne, il voit un homme derrière lui. Et il y a un détail qu'on remarque direct, c'est que cet homme, il est visiblement blessé. Son regard est complètement affolé, il respire mal. Et la chose qui est un petit peu problématique, c'est qu'il a une arme dans la main. Fabien n'a même pas le temps de réagir que l'homme referme la porte du garage et il pointe son flingue dans la direction de Fabien et lui dit de ne pas bouger. Et on voit très vite que ce mec, il est extrêmement stressé. Sa voix est tendue, rapide, il lui dit que s'il bouge, il le butera. Et vous imaginez bien notre ami à ce moment-là, il ne sait juste pas comment réagir. Il essaye tant bien que mal de parler, mais il n'y arrive tout simplement pas. Et là, l'homme s'approche encore un petit peu plus de lui, et il est clairement à quelques centimètres de Fabien. Donc notre ami, il peut le voir d'encore plus près, et il se rend compte qu'il est vraiment blessé. À ce moment-là, l'homme lui dit qu'il a besoin d'aide parce qu'il est en fuite, que la police le cherche, et que notre ami Fabien a intérêt à l'aider parce que sinon, il le tuera. Bon, Fabien, il hoche la tête sans réfléchir, pas parce qu'il est d'accord pour l'aider, mais plutôt parce qu'il n'a pas trop le choix. Et qu'en gros, s'il veut survivre, il va faire ce qu'il dit, sinon c'est ciao. Et là, le mec lui indique tout ce dont il a besoin pour se soigner. Fabien va dans son sens, il lui dit
c'est tant mieux parce que en bas j'ai une sorte d'infirmerie, parce que si je me blesse avec une scie, avec une perceuse ou j'en sais rien quoi, je suis quitte de remonter à l'étage. Et dans ce cas précis, eh bien tant mieux parce que ça m'évite de remonter à l'étage et que ma femme se rende compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous l'aurez compris, Fabien il essaye de tout faire pour rester en vie et d'aller dans le sens du mec, histoire qu'il ne s'énerve pas ou pire qu'il soit frustré. Le mec lui dit très bien, c'est parfait, soigne-moi. Mais tout de suite, Fabien se penche pour prendre la trousse de secours qui se trouve sous l'établi. Le mec, il pointe son gun sur lui et lui dit « Fais vite ». Notre ami, il s'accroupit, il fouille dans les boîtes, il fait un petit peu durer la chose pour gagner un peu de temps. Et là, ses mains ne tombent pas sur une trousse de secours, mais sur un marteau. Notre ami, il ne réfléchit pas une seule seconde, il le saisit, il se redresse d'un coup et il le frappe. Mais malheureusement, le marteau ne le touche pas là où il voulait. L'homme a eu le réflexe de reculer juste assez pour éviter d'être frappé à la tête. Donc le marteau a fini sur son épaule, il se met à hurler, il recule encore d'un pas et il réagit très vite. Il envoie un énorme coup de pied dans les côtes de Fabien. Et vous imaginez bien qu'un tel coup, ça vous coupe complètement la respiration. Fabien, il glisse presque au sol, il essaye de se relever, mais il n'y arrive pas tout de suite. L'homme, à ce moment-là, il pointe son arme sur la tempe de Fabien, il s'approche lentement de lui et il lui dit « Mec, t'as essayé de me prendre pour un con, t'aurais dû te douter que si tu essayais de me faire du mal, j'allais te buter, et malheureusement, c'était ta seule chance. » L'homme colle le canon contre son front et lui dit que la prochaine fois, il tirera sans prévenir. Puis il attrape Fabien par le col et il le force à se lever. Là, notre ami gémit, mais il arrive à tenir debout. L'homme le pousse vers la porte qui mène à la maison, il lui dit qu'ils vont monter à l'étage et que cette fois-ci, s'il veut rester en vie, il va vraiment aller chercher de quoi le soigner. Et que si par malheur, il venait à tester la moindre chose, il prend une balle. Fabien ouvre la porte qui donne sur l'intérieur et quand ils arrivent dans le salon, sa femme se lève en panique, elle lève les yeux et elle voit son mari avec une tête complètement dépitée qui est suivi de près par un mec qui a un flingue. Là, elle comprend instantanément que quelque chose ne va pas, donc elle se lève d'un coup, elle attrape son téléphone sur la table, mais l'homme lui crie dessus et il lui ordonne immédiatement de lâcher son téléphone si elle tient à son mari et à sa propre vie. Bon, la femme hésite pendant une mini-seconde, mais il s'avance et il lui arrache le téléphone des mains. Il prend également celui de Fabien qui est posé sur la table, il les jette par terre et il les écrase avec son pied. Bon, clairement, le couple se retrouve dans une situation très merdique parce qu'ils n'ont plus de téléphone, ils n'ont plus de quoi avertir l'extérieur, que ce soit la police, la famille ou même les voisins. Et là, l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une blague, je crois qu'on peut l'oublier. À ce moment-là, la femme de Fabien tremble, elle ne sait pas quoi faire du tout. L'homme leur ordonne de s'asseoir sur le canapé tout en gardant le gun pointé sur eux. Et lui, je vous rappelle, il est blessé, donc il grimace de douleur, des fois il gémit un peu, et on voit surtout du sang qui continue de couler le long de sa jambe. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il dit à la femme de Fabien qu'elle va le soigner, qu'elle va lui nettoyer sa plaie, et qu'il faut absolument lui faire des points de suture. Bon, la femme de Fabien, elle est un petit peu prise de panique, elle lui dit qu'elle ne sait pas faire ça, mais lui, il en a rien à foutre, il lui dit qu'elle va apprendre sur le tas et qu'elle n'a pas le choix. Fabien essaye tant bien que mal d'en placer une et de dire que ils ont une trousse de secours et qu'il faudrait peut-être mieux appeler une ambulance parce que sa blessure, pour saigner autant, ça a l'air d'être assez grave. Mais lorsqu'il lui dit ça, l'homme lui dit « Ta gueule, arrête de parler ». Et Fabien, il s'exécute. Il se rassoit parce qu'il a peur et il comprend que ils n'ont pas le choix que de lui obéir à 100%. Alors, il dit à sa femme « Fais ce qu'il dit ». Elle se lève pour aller dans la cuisine, elle ouvre des tiroirs pour en sortir tout ce qu'elle trouve et quand elle revient dans le salon, elle a une paire de ciseaux dans les mains avec du fil et une aiguille. Là, l'homme fixe les ciseaux pendant plusieurs secondes et tout à coup, il lui arrache des mains, il la plaque contre le mur et il lui colle la lame sous la gorge. Fabien se lève en lui disant « Ne touche pas à ma femme, sinon c'est moi qui te bute ». Mais l'homme pointe son arme sur lui et à ce moment-là, il murmure à la femme qu'il peut la tuer là tout de suite et qu'il n'y aura absolument personne pour pouvoir l'aider. Évidemment, la femme se met à pleurer, elle hoche la tête pour dire qu'elle a compris et l'homme recule. Il lui rend les ciseaux et il lui ordonne de commencer à le recoudre. Immédiatement, Fabien regarde la scène en étant complètement impuissant, il ne peut même pas bouger. Il voit sa femme nettoyer les plaies du mec et faire comme elle peut pour le soigner. Mais bon, elle fait du mieux qu'elle peut, elle n'est pas infirmière, elle n'a pas les gestes, et pendant ce temps, l'homme, il se retient de hurler de douleur. Bref, le temps passe lentement, même beaucoup trop lentement, et quand la femme de Fabien a enfin fini de recoudre l'homme, ce bolos finit par s'asseoir sur le canapé, il pose l'arme sur ses genoux et il les regarde tous les deux en leur disant qu'il va rester ici pendant un petit moment, qu'ils vont tout simplement obéir comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant et qu'il rappelle que s'ils tentent quoi que ce soit, c'est un ping-pong avec tonton Johnny et Tupac d'ici quelques heures pour eux. L'homme reste assis dans le salon comme s'il était chez lui, il ne parle presque plus, vraiment, il vit sa meilleure vie. À un moment, il regarde Fabien et sa femme, chacun leur tour, et ils n'osent pas bouger, ils ont carrément mal aux jambes tellement ils sont tendus, mais bon, ils préfèrent ça plutôt que de se prendre une balle. Autant vous dire, mes amis, à ce moment-là, que le silence dans la pièce, il est horrible. On entend simplement la télévision qui tourne dans le fond, donc imaginez-vous dans une scène comme ça entendre question pour un champion. C'est peut-être pas la meilleure ambiance qui soit. Et vraiment, d'avoir la télévision qui tourne dans le fond alors que le mec a un gun,
ça rend la chose complètement irréelle. À un moment, l'homme finit par se lever et il fait quelques pas dans le salon. Il observe les meubles, il observe les photos, il demande à Fabien depuis combien de temps ils vivent ici. Notre ami, il répond et l'homme lui dit que c'est une très belle maison et qu'ils ont beaucoup de chance d'y habiter. Après avoir dit ça, l'homme demande à boire quelque chose. Donc, vu que Fabien c'est devenu un petit peu son serviteur, il se lève doucement pour aller dans la cuisine. Il prend une bouteille d'eau, sauf que ses mains tremblent tellement qu'il en renverse partout. Et pendant ce temps-là, l'homme le regarde faire sans rien dire. Pendant que le mec regarde Fabien en train de galérer à servir une bouteille d'eau, il demande à sa femme de vérifier si ça saigne encore. Donc elle s'approche lentement de lui pour regarder la plaie et elle lui dit que non, c'est bon, ça a l'air de tenir. Donc le mec souffle un coup, il ferme les yeux quelques secondes et Fabien, il se dit dans sa tête, si ce mec s'endort, c'est notre seule et unique chance de s'en sortir. Sauf que, malheureusement pour eux, l'homme a juste fermé ses yeux pendant 2 secondes, il les a rouverts. Au même moment, il sourit et il dit: vous avez vraiment cru que j'allais m'endormir? N'espérez pas que ça arrive parce que ça n'arrivera pas. À un moment, l'homme explique qu'il va attendre que ça se calme dehors et que la police finira par passer à autre chose. Fabien, il sait bien que c'est faux, mais il ne dit rien, il se contente simplement de hocher la tête. Et pendant ce temps, sa femme, elle est complètement sous le choc, elle est traumatisée de ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Donc, elle se remet à pleurer doucement. Pas fort, mais c'est assez pour que ça s'entende. Et ça a le don d'énerver la personne qui est chez eux. Il lui dit de se taire immédiatement, elle fait tout pour se taire, mais elle n'y arrive pas. Donc l'homme se lève d'un coup, il pointe l'arme vers elle. Fabien se lève lui aussi, sans réfléchir, mais le mec lui crie de se rasseoir. Il obéit et sa femme, elle fait des gros efforts. Elle arrive gentiment à se calmer, mais elle est encore bien paniquée. Bon, pendant que tout ça se passe, le temps, il continue de défiler, et Fabien, il est complètement déboussolé. Il ne sait même plus quelle heure il est, ni même depuis combien de temps ça fait qu'ils sont pris en otage. Il pense même à des trucs absurdes, comme ce qu'il aurait dû faire dans son atelier, ce qu'il fera s'il venait à s'en sortir de cette prise d'otage. Il se demande aussi si quelqu'un a vu l'homme entrer chez eux, si quelqu'un a entendu quelque chose. Puis, il se rappelle que leur quartier est très calme, donc probablement que personne n'a vu ce fugitif. Mais détrompez-vous, parce que à un moment, quelqu'un frappe à la porte. Fabien se fige, sa femme également, et l'homme se redresse d'un coup. Il se lève immédiatement, il pointe l'arme vers eux, il murmure qu'ils n'ont pas intérêt à dire des conneries, et à ce moment-là, on frappe une deuxième fois à la porte. Une voix se fait entendre, et c'est clairement la police qui leur explique qu'ils font du porte-à-porte. Le fugitif s'approche de Fabien, et il lui colle l'arme contre le ventre. Il lui dit: mec, tu vas ouvrir cette putain de porte, tu vas sourire, tu vas parler normalement et dire que tu n'as rien vu, ni même rien entendu. Fabien se lève, il sent que ses jambes sont prêtes à lâcher, mais il tient bon et il avance vers la porte pendant que l'homme, lui, se place hors de la vue des policiers, toujours avec l'arme pointée sur lui pour le dissuader de dire quoi que ce soit. Fabien pose la main sur la poignée, il ouvre la porte en essayant de garder une tête relativement normale, mais c'est raté, parce que ça se voit tout de suite qu'il est complètement à côté de la plaque. Derrière la porte, 2 policiers sont là, calmes, détendus devant lui, et ils lui expliquent calmement qu'ils recherchent un homme en fuite et qu'ils font du porte-à-porte dans absolument tout le quartier. Fabien répond un peu de façon mécanique à leurs questions. Il dit oui, il dit non, il dit je sais pas. Intérieurement, il sent que ça sonne faux, qu'il paraît pas du tout crédible, mais il ne contrôle plus rien, tellement il ressent du stress. Parce que souvenez-vous, s'il dit le moindre truc, derrière lui il y a un homme qui tient un gun, qui est pointé dans sa direction, et ce serait terminé pour lui. Les policiers se lancent un regard rapide. Vous savez, c'est un peu ce genre de regard qui, veut dire il y a quelque chose qui se passe, mais on n'est pas obligé de le mentionner. Et tout à coup, l'un des 2 policiers demande s'ils peuvent entrer quelques minutes, simplement pour vérifier. Fabien hésite, pas longtemps, mais suffisamment pour que ça se remarque. Et finalement, il dit oui, parce qu'il sait que dire non, ce serait encore plus suspect. Derrière lui, l'homme entend tout, du coup, il part se cacher avant que les policiers entrent, et quelques secondes plus tard, les 2 agents sont à l'intérieur de la maison. La femme de Fabien est assise sur le canapé, elle est droite comme un piquet. Elle a les mains serrées sur les genoux, elle a le regard fixe et vide, donc un des policiers lui adresse un gentil sourire, mais elle ne répond pas. Son collègue commence à poser des questions relativement simples, genre depuis combien de temps ils vivent ici? Est-ce qu'ils ont remarqué des choses étranges ces derniers jours, ou ce genre de choses? Et Fabien, il répond comme il peut, mais vous imaginez bien qu'il est tellement stressé qu'il panique complètement. Parfois, ça lui arrive même de s'arrêter au beau milieu d'une phrase sans continuer, donc c'est bizarre. Et ça, les policiers, ils le captent très bien. Pendant qu'ils sont à l'intérieur de la maison, les policiers regardent un petit peu partout autour d'eux, que ce soit les cadres photos, les meubles, et d'ailleurs, autour du canapé, il y en a un qui distingue une tache relativement sombre. Bon, il demande un petit peu par hasard à Fabien ce que c'est. Notre ami ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort, parce que il ne sait pas quoi dire. À ce moment précis, mes amis, Fabien comprend qu'il ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps dans son mensonge, parce que mentir, c'est devenu tout simplement impossible sans paraître trop suspect. Donc, il ne dit rien. Il ne parle pas, il lève les yeux au ciel, et à partir de là, tout
tout s'enchaîne à une vitesse folle parce que les policiers ont vu que Fabien a regardé en haut des escaliers, donc ils se retournent eux aussi pour regarder, et là, d'un coup, l'homme surgit en hurlant et il tire des balles dans le tas sans réfléchir. Le bruit des coups de feu dans une baraque, c'est assourdissant et Fabien n'a même pas le temps de comprendre ce qui est en train de se passer, qu'il voit sa femme s'effondrer sur le côté avec une main plaquée contre son ventre. Là, notre ami Fabien est complètement incontrôlable, il hurle, il se jette sur ce mec sans même réfléchir parce qu'il pense que ce gars vient de tuer sa femme sous ses yeux. Là, il nous raconte qu'il lui mêle ses plus belles droites, ses plus belles patates qu'il a jamais mises dans sa vie. C'est même digne d'un boxeur professionnel et il continue jusqu'à que les policiers viennent l'interrompre. À ce moment-là, les deux hommes sont séparés, Fabien est tenu par un des policiers pendant que son collègue plaque l'autre au sol et il lui passe les menottes. Fabien tombe à genoux près de sa femme, il appuie sa main contre la plaie sans vraiment savoir quoi faire, ni même sans savoir si elle est en vie. Il lui demande de rester avec lui, de ne pas fermer les yeux. Il répète son prénom en boucle et en boucle et en boucle parce que dans sa tête, c'est vite vu, elle vit ses derniers instants sur Terre et que d'ici quelques minutes, elle sera décédée. Une fois le fugitif maîtrisé, les policiers appellent immédiatement une ambulance. Ils essayent de garder tant bien que mal le contrôle sur la situation, mais Fabien n'entend presque rien. Il est entièrement focalisé sur sa femme, ce qui est, on est d'accord, complètement logique. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent enfin, donc ils prennent le relais. Ils posent des questions très rapides sur l'état de la victime. Ensuite, ils installent une sorte de compresse, puis ils l'installent sur un brancard et ils roulent immédiatement en direction des urgences. Fabien veut monter avec elle, mais on le retient, on lui dit d'attendre et qu'il ne peut pas venir tout de suite. Donc le pauvre, vous imaginez bien, il panique complètement, il sait pas si c'est la dernière fois qu'il voit sa femme en vie. Puis, l'ambulance démarre. Pendant ce temps, l'homme qui est entré chez eux est emmené menotté au commissariat. Fabien le regarde passer dans le couloir, il a une envie, c'est de le buter, mais il se retient parce que lui, dans sa tête, la seule chose qui le préoccupe, c'est l'état de santé de sa femme. Plus tard dans la soirée, on donne l'autorisation à Fabien d'aller aux côtés de sa femme, donc il s'empresse de la rejoindre. Bon, pendant la nuit, son état se stabilise et d'ailleurs, il y a même des policiers qui viennent reposer des questions parce que visiblement, ce mec, c'est pas la première fois qu'il agit et c'est même dramatique ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il y a quelques jours, il a commis un meurtre et depuis ce moment-là, toutes les patrouilles de police le recherchent et la veille, il l'avait surpris dans la rue, sauf que ce mec a réussi à s'échapper et en fait, il s'est caché dans un endroit que vous connaissez très bien, c'est le garage de notre ami Fabien. Donc en gros, lorsqu'il est entré dans le garage et que Fabien était en train de bricoler, eh bien les policiers étaient en train de le chercher dans la rue, mais malheureusement, ils n'ont pas vu qu'il était rentré dans leur maison. La bonne nouvelle de cette histoire, c'est que la femme de Fabien, elle s'en est sortie, que ce mec a été écroué et qu'il a pu être jugé par rapport au meurtre qu'il a commis et une deuxième tentative de meurtre, cette fois-ci sur la femme de Fabien, et on espère tout simplement qu'il n'est pas prêt de revoir la lumière du jour. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'ai trouvé très intéressante parce que elle commence rapidement et c'est une mécanique qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur la chaîne. Est-ce que ça vous a plu? À vous de me le dire. Reprenez une petite boisson, on se remet confortablement sur son siège, dans son bain ou je ne sais où, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle d'Oriane. Oriane a 28 ans et elle nous raconte qu'à ce moment-là de sa vie, elle traverse une rupture qui l'a laissée complètement à plat. Elle nous explique que ce n'est pas une séparation calme où chacun prend ses affaires et il se taille. Non, là c'était plutôt quelque chose de violent, une sensation de vide quand tout s'arrête brutalement. Et ça fait qu'aujourd'hui, elle s'est retrouvée seule d'un coup dans un appartement qui lui paraît trop grand et trop silencieux. Et les nuits, elles deviennent compliquées parce que dès qu'elle ferme les yeux, elle en fait des cauchemars. Et ça, visiblement, ça lui pourrit la vie. Vous l'aurez compris, c'est une période extrêmement compliquée pour notre amie Oriane. Et pendant des semaines, elle essaye de gérer ça toute seule en se disant que ça va passer, que le temps finira par faire son travail, donc elle continue d'aller travailler. Elle sourit comme elle peut, elle répond ça va quand on lui demande si elle va bien. Mais franchement, intérieurement, elle sait très bien que ça ne va pas du tout. À un moment, elle se sent tellement mal qu'elle se dit qu'elle a besoin d'aide, mais pas en mode de parler à une copine, mais d'une vraie aide. Et elle sent bien qu'il n'y a qu'un professionnel qui peut l'aider à ce moment-là. Donc elle se met en quête d'un psychologue. Elle prend son temps pour lire les avis, elle demande autour d'elle et un nom revient plusieurs fois. Apparemment, c'est un professionnel réputé et surtout sérieux. Donc elle se dit, c'est cool, j'ai enfin trouvé quelqu'un. Elle appelle pour prendre rendez-vous et par miracle, ce médecin prend de nouveaux patients. Et en plus de ça, très rapidement. Donc c'est vraiment une chance inouïe et il faut la saisir. Le jour de la première séance, elle est stressée mais aussi soulagée parce qu'elle a l'impression de faire enfin quelque chose pour elle. Quand elle arrive sur place, elle voit directement que le cabinet est rassurant, propre, très calme. Et dès le début, dès la première séance, notre amie Oriane, elle se sent écoutée. Elle nous raconte que le professionnel parle très peu, mais qu'il pose les bonnes questions au bon moment. Il hoche la tête, il reformule et il comprend complètement ce que notre ami traverse. Donc ça lui fait beaucoup de bien. Oriane sort de cette première séance un petit peu fatiguée, mais surtout apaisée. Et en plus de ça, elle ressent un sentiment qui est assez rare, c'est d'avoir vraiment été entendue pendant plus d'une heure. Là, en sortant de cette séance, elle se dit qu'elle a vraiment fait le bon choix. Les séances suivantes se passent dans la même ambiance. Oriane parle beaucoup, parfois elle pleure, parfois elle se met en colère, parfois elle se sent même ridicule de dire certaines choses à voix haute, mais le psy est toujours là,
calme, attentif, il la rassure, il lui explique que ce qu'elle ressent, c'est tout à fait normal, surtout après tout ce qu'elle a vécu. Donc forcément, petit à petit, Oriane, elle commence à lui faire confiance. Puis, au fur et à mesure des séances, sans qu'elle ne sache vraiment quand ça commence, elle nous explique que ces questions change un petit peu. Le psy ne se contente plus de parler de ses émotions, il commence à lui demander où elle vit exactement, comment est son appartement, si elle se sent en sécurité chez elle. Donc, naturellement, Oriane répond sans réfléchir parce qu'elle se dit « c'est un professionnel », que c'est logique qu'il me pose ces questions, que ça peut peut-être m'aider à aller mieux. En mode, il essaye de comprendre mon environnement, etc. Mais, une autre fois, il lui demande par quel chemin elle rentre le soir, si ça lui arrive de rentrer tard, etc. Et Oriane, à ce moment-là, elle hésite une seconde parce que ces questions, elles lui paraissent quand même assez étranges, mais à nouveau, elle répond parce qu'elle se répète que c'est un professionnel qui sait ce qu'il fait et que ces questions ont sans doute un but thérapeutique. Donc, tout va bien. Au fur et à mesure où le temps passe, ce psy insiste beaucoup sur son ex et notamment ce qu'elle appréciait chez lui et au contraire, ce qu'elle détestait. Il lui demande comment elle se comporte dans une relation, si elle est plutôt dépendante, si elle a besoin de se sentir rassurée, si elle a peur d'être abandonnée. Et à un moment, lorsqu'elle répond à ces questions, Oriane entend l'homme marmonner très bas: oh, comme moi. C'est un petit peu bizarre, on va dire, pour une séance avec un psy. Après, est-ce que ça se fait? Je ne sais pas. Mais bon, elle sent quand même qu'elle avance dans sa thérapie, qu'elle se sent de mieux en mieux. Du coup, elle continue de se livrer. Elle nous raconte qu'à plusieurs reprises, elle sort des séances un peu troublée avec des phrases qui tournent dans sa tête. Elle se dit que vu qu'elle traverse une mauvaise période, ça la touche peut-être un petit peu trop et que finalement, c'est tout à fait normal. Un jour, alors qu'elle parle de sa solitude, le psy la regarde fixement et il lui dit qu'il comprend exactement ce qu'elle ressent. Il dit ça d'une voix très posée, presque douce, puis il ajoute qu'il a l'impression de très bien la connaître. Oriane sourit en étant un petit peu gênée, elle se dit que c'est normal après plusieurs séances, mais que c'est bizarre. Et à un autre moment dans la conversation, le psy lui dit une phrase qui va faire rire Oriane de façon nerveuse. Il lui dit qu'il sait exactement ce qu'elle ressent et qu'il la regarde vivre depuis longtemps. Bon putain, Oriane, elle rigole un peu parce que ça la met extrêmement mal à l'aise et elle lui répond que c'est une drôle de façon de parler, mais le mec lui répond que ce n'est pas une métaphore et elle voit que le regard qu'il pose sur elle à ce moment-là, il n'a rien de professionnel. Mais bon, elle continue de parler, elle continue de se confier parce qu'après tout, elle a payé pour ça et que jusqu'à présent, ça l'a beaucoup aidé. Petit à petit, Oriane sent qu'un malaise commence à s'installer avec ce psychologue sans qu'elle sache vraiment pourquoi, mais elle se dit que c'est normal, que travailler sur soi, ça remue forcément des choses en elle, et que si elle se sent mal, c'est que peut-être, justement, que ça fonctionne. Pendant les différentes séances, ce psy se souvient du moindre détail. Vous me direz, il a un carnet où il note tout, il a un dossier patient, etc. Mais c'est vraiment des détails de merde. Quand je vous dis que c'est des détails de merde, si Oriane dit qu'elle préfère les pommes vertes, le mec, 2 séances après, va lui dire « je sais que tu préfères les pommes vertes ». Au-delà de ses préférences en termes de pommes, il se souvient de détails un petit peu plus compromettants, si je peux dire. C'est notamment l'heure à laquelle elle rentre, la disposition de son salon, la couleur des murs qu'il y a dans sa maison, le fait qu'elle laisse parfois la lumière allumée dans le couloir le soir. Tout ça, ce sont des petites choses qu'elle mentionne brièvement de temps à autre, mais ce mec, il se souvient de tout. C'est-à-dire que si à un moment, elle mentionne qu'elle a un portrait de son chien en pampers juste à côté de la porte d'entrée, ce mec va se souvenir qu'elle a un portrait de son chien en pampers juste à côté de la porte d'entrée. Au début, ça la rassure, elle se dit qu'il est très impliqué et qu'il se souvient parfaitement de toute sa vie, mais peu à peu, ça la met mal à l'aise. Parce que ces détails, normalement, c'est assez insignifiant dans une thérapie. Et surtout, à des moments, elle se souvient pas de lui avoir donné autant d'informations. À ce moment-là, notre amie, elle commence à comprendre gentiment qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce psychologue. Et mes amis, un jour, tout bascule. Oriane entre dans le cabinet et le psy lui propose de travailler différemment aujourd'hui. Il lui dit qu'elle a l'air très tendue parce que son corps encaisse beaucoup en ce moment et que du coup, ils vont faire un exercice de relaxation plus poussé que d'habitude. Il lui dit que bon, ça peut lui paraître bizarre, mais que c'est normal et que si elle veut vraiment avancer, c'est nécessaire qu'il fasse cet exercice. Bon, Oriane au début, elle hésite pendant une seconde, puis elle accepte. Le psy lui demande de s'asseoir bien droite sur la chaise, de poser les pieds bien à plat sur le sol et de respirer lentement. Sa voix est très calme, un peu comme s'il faisait de l'hypnose, et il lui dit de fermer les yeux. Notre ami obéit. Il lui demande ensuite de placer ses mains derrière le dossier de la chaise afin que ça puisse détendre ses épaules, mais lorsqu'elle fait ça, elle sent une pression sur ses poignets et avant même qu'elle ait le temps d'ouvrir les yeux, quelque chose se resserre et elle se rend compte que c'est un fil ou une sorte de lien, puis un autre, et malheureusement, elle comprend
que c'est trop tard. Oriane se débat immédiatement, son cœur bat 1000 à l'heure, elle ouvre les yeux d'un coup et elle voit ses mains qui sont attachées derrière la chaise. Donc clairement, elle panique. Elle lui demande ce qu'il est en train de faire. Elle essaye de se lever, mais ses pieds sont aussi attachés. Et elle nous explique que pendant qu'elle lui demande ce qui se passe, lui est extrêmement calme. Il la regarde droit dans les yeux en étant très serein et il lui dit même que il ne faut pas qu'elle s'agite, que ce serait contre-productif. Il lui répète sans cesse que ça a un but thérapeutique, qu'elle doit lui faire confiance comme elle l'a toujours fait. Et Oriane, vous vous en doutez bien, elle ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, le médecin entre guillemets prononce une phrase qui va lui glacer le sang. Bon, vous l'aurez compris, notre amie Oriane, elle est dans une situation très délicate. Elle est ligotée à cette chaise, elle ne peut juste pas bouger. Et tout à coup, le psy prend une chaise, il la pose devant elle et il se pose dessus. Bon, bah là les deux sont face à face, sauf que notre amie, elle a les bras ligotés et le gars la fixe pendant 5 minutes. Mais mes amis, quand quelqu'un vous fixe pendant 5 minutes à quelques centimètres à peine de votre visage et que vous avez les mains ligotées derrière une chaise, j'imagine que c'est pas la sensation la plus agréable au monde. Inutile de vous préciser que ça passe comme une éternité. Et lorsque ce mec ouvre la bouche, il dit quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. En gros, il semble raconter l'histoire de quelque chose ou plutôt de quelqu'un. Et très vite, notre amie Oriane comprend qu'en fait ce mec est en train de raconter sa propre histoire. Bon, elle ne capte pas du tout pourquoi ce troubadour est en train de faire ça. À la base, une séance de psy, c'est pour que ce soit le patient qui explique sa vie, et pas l'inverse, parce que généralement, le patient, il en a rien à foutre de la vie du médecin, avec tout le respect qu'on leur doit. Mais là, je sais pas, ce mec, il raconte sa life comme s'il était dans sa propre séance, et Oriane, elle ne capte pas du tout le pourquoi du comment il fait ça. Bref, il débite pendant plusieurs minutes, et Oriane ne comprend toujours pas. Bon, là on est d'accord que dans l'histoire on pense que ce psy, il est complètement fou, c'est un malade, mais vous allez voir, peut-être qu'on se trompe. Pendant qu'il raconte sa vie, Oriane au début elle n'écoutait pas du tout, mais au fur et à mesure où il parle, elle s'y intéresse, mais elle ne voit pas encore pourquoi est-ce qu'il fait ça. Au début c'est logique, elle se dit ce mec est complètement fou, il a vrillé, mais il y a une phrase qui va lui glacer le sang au début, mais qui va la faire beaucoup réfléchir, c'est que le mec, à un moment lui dit mais tu sais, Oriane, ta mère, je l'aimais beaucoup. Putain, ce mec lâche une bombe comme ça au milieu de son cabinet. Oriane, elle était pas du tout prête à entendre ça. Elle lui dit, mais comment tu ou vous connaissez ma mère? Et c'est là, mes amis, que l'histoire prend un tout autre tournant, parce que jusqu'à présent, on se disait, mais le mec, c'est un fou, il va la tuer ou je ne sais quoi. Et le gars, peut-être que ce n'était pas son but. Il lui dit, en fait, Oriane, je sais pas trop comment te le dire, mais durant les premières séances qu'on a eues ensemble, j'ai eu affaire à une patiente complètement normale, ou devrais-je dire une patiente parmi tant d'autres, mais plus tu me racontais ton histoire, plus j'ai fait le lien avec la mienne, et juste pour être sûr de ce que j'ai dans la tête, est-ce que je peux te poser une question très délicate? Oula, Oriane, quand elle entend ça, elle se dit qu'il va lui poser une question de ouf, elle le regarde et lui dit « Ouais ?» Allons-y. Le mec la regarde dans les yeux pendant de nombreuses secondes et à un moment il lui dit mais est-ce que ton père tu le connais? Oriane, lorsque le médecin lui dit ça, elle fond en larmes, elle se décompose sur place et elle lui dit non, je ne le connais pas. Apparemment il est parti quand j'étais petite. Et lorsqu'elle dit ça, le médecin a les yeux qui commencent à se remplir de larmes et il lui dit mais justement Oriane, je crois que on a des choses à se dire depuis un certain temps, parce que ton père, je crois que c'est moi. Putain, quand il lui dit ça, ça a l'effet d'une bombe dans le cabinet, c'est tout juste si l'immeuble ne s'écroule pas. Oriane, elle le regarde, elle est complètement sur le cul, elle est complètement choquée, elle ne peut plus dire un mot, elle a la bouche, elle arrive même pas à la refermer tellement elle est choquée. Et le gars poursuit, il lui dit mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'intime conviction que non, je crois que tu as retrouvé ton père et que ton père a retrouvé sa fille, parce qu'en fait, j'ai partagé la vie de ta mère pendant de nombreuses années, on a eu un enfant. Et malheureusement, la vie a fait que on a dû se séparer avec ta maman. Enfin, c'est plutôt elle qui m'a poussé vers la sortie. Parce qu'en fait, j'ai appris qu'elle menait une double vie avec un autre homme. Et moi, quand je l'ai su, ça m'a juste détruit. Ça m'a détruit au point où, pour moi, il était trop difficile de concevoir que j'ai eu un enfant avec une femme qui, en fait, était en train de me tromper avec un autre homme. Et que pour elle, avoir un enfant avec moi, c'était entre guillemets insignifiant. Et donc, lorsqu'elle m'a mis dehors, eh bien j'ai tout simplement préféré oublier cette histoire, refaire ma vie comme si de rien n'était. Aujourd'hui, je m'en veux, mais énormément. Parce que jusqu'à maintenant, je me disais, bon, ça y est, cette histoire est derrière moi. Je n'y pensais plus activement, mais ça m'arrivait de temps en temps de, voilà, me demander ce que devenait cet enfant. La seule chose que je savais, c'est que c'était une fille, mais je ne connaissais ni son prénom, ni la couleur de ses yeux, ni même ce qu'elle devenait dans la vie. Au fur et à mesure où tu me racontais ton histoire,
dans ma tête, j'ai remis un peu les pièces du puzzle ensemble. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, la patiente que j'ai sous les yeux, ce n'est pas une patiente parmi tant d'autres. C'est ma fille. Là, l'ambiance de l'histoire, mes amis, elle a changé du tout au tout. Vraiment, au début, on pensait que c'était un mec complètement fou et que Oriane, il lui restait quelques minutes à vivre, puis après, ciao. Sauf que là, c'est tout l'inverse. Certes, on ne comprend pas vraiment pourquoi est-ce qu'il lui a mis les mains dans le dos et on va avoir la réponse parce que Oriane, à un moment, elle lui dit, mais d'accord, mais pourquoi est-ce que tu me fais du mal comme ça? Pourquoi est-ce que tu me ligotes littéralement à une chaise au milieu de ton putain de cabinet? Là, son père, entre guillemets, enfin on va l'appeler comme ça, il lui dit, mais en fait, quand je t'ai vu, quand je me suis rendu compte que tu étais ma fille, j'ai paniqué, je me suis dit, mais probablement que... Enfin, il y a un monde où on termine la séance, ma patiente va rentrer chez elle, enfin ma fille du coup va rentrer chez elle, et peut-être que je ne la reverrai plus jamais. Donc, je suis désolé, j'y suis allé un petit peu fort, je t'ai ligoté à la chaise histoire que tu ne partes pas. Mais attends, c'est vrai que c'est complètement fou, je vais défaire tout ça, et c'est ce qu'il fait. Il coupe les liens qu'il lui avait mis dans le dos, et Oriane est complètement libre. Là, notre amie, elle nous raconte que elle est mitigée. Elle sait pas si ce mec est vraiment fou et vraiment dangereux au point d'inventer une histoire comme ça, ou est-ce qu'il dit la vérité et que ce mec, c'est son père. Elle continue donc la discussion, elle lui pose des questions très précises dont elle connaît les réponses, et ce mec fait un sans faute, il répond parfaitement, et c'est impossible pour une personne lambda de trouver les réponses. Donc, il continue de parler pendant presque 2 heures, et à un moment, notre ami lui dit, écoute, je suis bouleversé, moi je dois quand même rentrer à la maison pour suivre ma vie. Par contre, je suis pas contre le fait qu'on apprenne à se connaître, qu'on aille manger au restaurant ensemble, qu'on puisse discuter de la vie. Et mes amis, c'est ça que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai sélectionné, c'est qu'au début, c'est une histoire d'horreur, et à la fin, c'est une histoire où une fille retrouve son père et un père retrouve sa fille. Et ça, je trouve ça magnifique parce que vraiment, l'histoire, c'est les deux extrêmes. Alors, le seul truc un petit peu frustrant, c'est qu'on n'a pas de détails par rapport à cette situation. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite? Est-ce qu'elle a embrouillé sa mère? Est-ce que... Enfin, il s'est passé des choses. La seule chose qu'on sait, c'est qu'Oriane et son vrai père sont restés en contact et qu'aujourd'hui, ils essayent de rattraper le temps perdu. Voilà, histoire très émouvante. Je vous avoue que moi, quand je l'ai lu la première fois, je ne m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Pour moi, c'est simple. Oriane, elle finissait dans un cercueil d'ici quelques heures et pas au milieu d'un cabinet. Mais bon, j'ai envie de dire, on va pas s'en plaindre. Heureusement d'ailleurs que ça s'est terminé comme ça. Ouais, c'était une histoire très émouvante, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À nouveau, cette histoire, comme toutes les autres d'ailleurs, je les ai trouvées sur un forum. On la prend avec des pincettes. Rien ne vous empêche, d'ailleurs que ce soit vous ou moi, d'aller écrire une histoire sur un forum, de dire « T'inquiète, je l'ai vécu » et qu'un autre youtubeur ait par la suite l'utiliser dans une de ses vidéos en disant « C'est une histoire vraie ». Donc, on prend ça avec des pincettes, on apprécie l'histoire comme on l'a vu, et l'idée, je vous le rappelle, c'est de passer un bon moment devant les vidéos. Voilà, si ça vous a plu, petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Instagram. Je vous le rappelle, les épisodes sont également disponibles sur Spotify, Apple Podcast, etc. Le gros avantage selon moi avec Spotify, c'est que déjà, il y a la vidéo, et qu'en plus, si vous payez l'abonnement pour la musique, vous n'avez aucune pub. Donc, c'est très cool pour les personnes qui veulent écouter des histoires pour s'endormir, pour être tranquille. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, je vous promets de vous retrouver pour un nouvel épisode très prochainement. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.